Bonsoir, nous sommes le 7 juillet 2015. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur TV Fil 78. Voici votre journal d'actualité locale et parmi les titres, les sujets qui seront développés aujourd'hui. Après de longues semaines de révision, après 6 jours d'examen stressants, les candidats au bac sont fixés depuis ce matin. Mention, rattrapage ou nouvelle année de bachotage pour certains. Le point sur les résultats dans notre académie. Il était chargé d'assurer la promotion du sport dans les Yvelines. Jean-Loup Leplat, président du comité départemental olympique et sportif, vient d'annoncer son retrait de son mandat. Il s'expliquera tout à l'heure en plateau. Et puis Sportissimo, c'est le nom du nouvel ouvrage de Bernard Delattre, journaliste pendant près de 40 ans. Il revient sur cette passion et sur ses rencontres de Pelé à Zidane, notamment l'occasion de parler des valeurs du sport, mais aussi de ses dérives. Social pour débuter depuis le 10 juin, depuis presque un mois maintenant, dans les Yvelines. Ce sont plus de 400 travailleurs sans papier qui sont en grève et qui occupent les locaux des agences d'intérim comme celle d'Adecco, ici à Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi à Manpower, au Mureau ou encore à l'agence Randstad de Poissy. Ces travailleurs réclament des attestations de concordance à leurs employeurs qui n'ont toujours pas donné suite à leur demande d'entretien. Nous sommes des travailleurs sans papier et nous revendiquons des attestations de concordance pour valoriser notre travail et des attestations comme promesse d'embauche. Donc au-delà de 310 heures en tant qu'intérimaire, on a droit à obtenir cette promesse d'embauche. Mais jusqu'à présent, les enseignes telles que Adecco, Manpower et Randstad refusent encore ces attestations. Depuis qu'on est venu, on était là pacifiquement, on ne les a pas empêchés de travailler. Ils nous avaient fait au début une assignation et on a, auprès du tribunal de grande instance de Versailles, et on a remporté l'audition. Et là, on est là. On n'est pas en France pour quémander. On a travaillé, on a cotisé, donc on a droit à obtenir ces attestations. Des propos recueillis par William L. Délivrance. Pour certains, révision pour d'autres. Les candidats au bac dans les Yvelines ont appris ce matin à 10 h leurs résultats aux différentes épreuves. Retour sur cette matinée avec Mélanie Poquet et Elodie Moine. Il n'est pas encore 10 h devant le lycée de Villaroy à Guyancourt. Les candidats trépignent. Les résultats ne vont pas tarder à être affichés. C'est une détente. C'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, c'est une nouvelle vie. Peut-être pas jusqu'à là, mais c'est quand même un bon jour. J'ai eu la mention assez bien, donc ça va, je suis content et ça fait du bien quand même de l'avoir passé. Hein. Puis bon, maintenant, on pense à autre chose. On est trop contentes. Et c'était dur, mais c'est trop bien en fait. Il faut travailler, puis c'est faisable. Et entre les lauréats et les parents, parfois difficile de savoir qui est le plus ému. Je pense que j'étais peut-être même un peu plus stressée que lui. Et émue, moi j'ai versé ma larme, donc je pense que... Non, le bac maintenant, c'est quelque chose, quoi. Il faut l'avoir, donc c'est important, voilà. Une bonne chose de faite. Heureux, le travail à payer. Donc c'est une belle journée, je pense que ça va être une belle journée de décompression après tout ce stress. Des cris, des rires, mais aussi des larmes pour ceux qui ne sont pas admis. Si la moyenne se situe entre 8 et 10 sur 20, rien n'est encore perdu. Je vais aller réviser Merca, parce que comme ça c'est le plus gros coef, donc je pourrai le rattraper et j'espère l'avoir demain. Je voulais directement aller avoir le bac, donc je suis un peu énervé et déçu. Les épreuves de rattrapage se déroulent jusqu'au vendredi 10 juillet. Dans les Yvelines, plus de 13 600 candidats ont passé les épreuves du baccalauréat cette année pour les filières générales et technologiques. L'heure des résultats au bac est bientôt aussi les inscriptions en faculté ou en école supérieure et pour beaucoup, pour certains en tout cas, la recherche d'un logement. Un forum était organisé à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pendant toute une matinée le week-end dernier. Catherine Zuletto et Mélanie Poquet. Marlène vient du Perche pour faire des études de BTS tourisme. Trouver un logement quand on est étudiant, pas si simple. Il y a beaucoup de personnes qui demandent des logements ici, donc pour nous c'est pas facile. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Il y a trop de demandes, du coup il faut se dépêcher. Le côté financier, c'est pas toujours évident, les loyers sont quand même relativement chers. Ensuite, il y a aussi le fait que ça soit après vis-à-vis des propriétaires, peut-être pouvoir négocier avec eux. Les coûts sont variables, donc pour les résidences conventionnées, ça tourne autour de 400 à 500 € à peu près. Après, sur les logements vraiment privés, c'est beaucoup plus cher avec souvent des frais d'entrée en plus. Pour aiguiller les étudiants, un forum logement était organisé à l'université. Dans un même lieu, ces derniers pouvaient trouver des informations auprès de tous les partenaires. Une plateforme a été mise en place par la communauté d'agglomération.
La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a lancé une nouvelle plateforme de mise en relation des propriétaires privés et des étudiants qui est sky.locavis.fr. Et donc nous, on travaille vraiment en partenariat avec la Casqui et toutes les offres en fait qui sont saisies sur ce site, on a la main en fait dessus, on peut les consulter, les communiquer aux étudiants. Les propriétaires privés sont aussi invités à proposer des chambres. Ils sont 250 chaque année à offrir une solution. On va le renseigner sur comment rédiger un contrat de location qui soit conforme à la nouvelle loi qui est parue l'année dernière, la loi Allure. Ensuite, toutes les précautions à prendre vis-à-vis d'un étudiant, les garanties au niveau des cautions, du dépôt de garantie. L'offre de logements étudiants a triplé en 5 ans sur la zone. De nouvelles constructions ont été terminées autour du Vélodrome avec 300 nouvelles places. Des projets sont également en cours à La Verrière et à Guyancourt. Un tout autre sujet à présent, je reçois Jean-Loup Leplat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CDOS, le comité départemental olympique. Vous avez annoncé votre retrait de cette fonction fin juin. Vous étiez en poste depuis 12 ans et les attaques sont plutôt lourdes. Vous dites notamment que votre instance n'est plus reconnue comme représentant le mouvement sportif yvelinois. Pourquoi ça ? Oui, parce qu'effectivement, ce retrait, je crois, il se manifeste à travers 2 points. Tout d'abord, c'est un acte protestataire et en deuxième, c'est un acte d'alerte. Pourquoi un acte protestataire ? Parce qu'effectivement, le CDOS est quand même le représentant du mouvement sportif dans les Yvelines, 60 comités et plus, 400 000 licenciés sportifs. N'oublions pas que les fonds du CNDS, le Centre national du sport, proviennent des droits télévisuels, de retransmission des manifestations sportives, des paris, du PMU. Donc, on pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux quant aux subventions qui nous ont été données. Alors, je vous rappelle simplement, mais vous le savez, il y avait un article dans toutes les nouvelles il y a peu de temps, moins 15 000 euros du côté du conseil départemental et moins 9 000 euros du côté du CNDS en l'état actuel des choses. Puis c'est aussi un acte d'alerte parce qu'effectivement, cette situation va engendrer vraisemblablement une situation déficitaire en fin d'exercice 2015. Et je pense que 29 kg de subventions en moins pour un budget d'à peu près 120 000 euros, c'est quand même beaucoup. Et puis, il est probable que cette situation déficitaire va s'aggraver, car on nous a mis une très forte pression pour embaucher 1 ou 2 salariés avec les fonds du CNDS, les fonds aidés. Mais il faut savoir qu'un emploi, si on nous donne effectivement 12 000 euros à titre d'aide financière, cela coûte tout de même de 30 à 40 000 euros. Alors, vous voyez, il y a un différentiel de 18 000 à 28 000 euros. Donc, le problème est financier. Je voudrais quand même m'attarder sur certains des points. On va parler de ces pressions que vous subissez. Ouais. Juste pour repréciser les choses pour les téléspectateurs qui nous regardent, quelles sont les attributions du CDOS, justement ? Quelles sont les missions que vous devez, normalement, si tout va bien, mener ? Vous avez raison. Il faut rappeler que les missions du CDOS sont multiples. Tout d'abord, c'est, comme je le disais, représenter le mouvement sportif auprès des pouvoirs publics, que ce soit la préfecture, la DDCS, le conseil départemental et bien d'autres. C'est également d'assurer la formation des dirigeants, des bénévoles, des éducateurs, s'assurer la promotion du sport à travers des manifestations telles que les foulées olympiques, telles que la soirée olympique, et puis c'est aussi faire vivre les principes de l'olympisme. Il y en a bien d'autres, mais enfin je vous ai cité les principaux. Vous avez évoqué ces moyens financiers difficiles, en tout cas les difficultés que vous rencontrez. Je reviens sur ces pressions énormes. De qui viennent ces pressions et pourquoi ces embauches ? Pourquoi on vous force et qui vous force à faire des embauches alors que vous n'avez pas les moyens ? Bon, on a bien compris, si vous voulez, qu'en France, au moins, il y a un problème d'emploi. Il faut aider les jeunes à trouver un emploi et c'est pour ça que le gouvernement en a fait une priorité nationale. Ce que le mouvement sportif comprend fort bien. La question, c'est que pour embaucher, il faut avoir les moyens d'embaucher. Et comme je vous le disais, même si on nous donne une aide de 12 000 euros par emploi, il faudra qu'on m'explique, et personne n'assume l'expliquer jusqu'alors, comment on peut arriver à financer un emploi qui coûte de 30 à 40 000 euros. Donc c'est les pouvoirs publics, au niveau des pouvoirs publics, des instances plus hautes dans l'État, on vous dit ce serait bien, et c'est même plus que conseillé. Embaucher, ça nous a été répété à de nombreuses reprises. Pour quel poste ? On ne sait pas, justement, c'est aussi ça un peu le problème. Ce qui compte, je pense, c'est l'amélioration de la statistique du chômage. Donc, effectivement, à partir du moment où on prend un emploi, c'est très bien. Ça fait plus simple dans la stat, mais pour autant, ça ne règle pas notre problème de financement. Alors, les postes, si, on pourrait imaginer, on nous a parlé de sport santé, on nous a parlé de féminisation du sport, on nous a parlé... Ça peut être des missions, par exemple. Voilà, éducateurs sportifs. Je précise quand même que nous, on n'est pas sur le terrain immédiatement. On est au-dessus du terrain, au-dessus des clubs, au-dessus des comités. Donc, on est quand même plutôt des généralistes. Voilà. Quelle menace plane avec cette situation au-dessus du CDOS ? Vous dites qu'on n'est plus trop reconnu comme représentant du mouvement sportif yvelinois. Quelle est la menace qui pèse sur le sport globalement ? Moi, je vais réfléchir par rapport à nous. Je veux dire ce qu'il en est par rapport à nous. Nous, on aimerait bien quand même que représentant le mouvement sportif yvelinois, nous soyons considérés comme tels. On a l'impression à travers
ces distorsions de subventions qu'on n'est plus vraiment reconnu comme tel. Et à partir du moment où effectivement on nous met l'impression pour embaucher, comment va-t-on faire pour financièrement arriver à assumer ces embauches, si embauches il devait y avoir? Vous êtes en retrait, vous ne démissionnez pas? C'est un retrait, je vous l'ai dit, c'est à la fois un acte nuance? protestataire. C'est-à-dire que et vous un pourriez acte d'alerte. revenir? Écoutez, moi je considère qu'il y a un dommage imminent qui se profile et je souhaite éviter ce dommage imminent et c'est pour ça que je préfère me retirer. J'alerte très clairement sur le sort futur du comité olympique et sportif des Yvelines. Mais si la donne évolue, si les choses changent, si les budgets reviennent, si Alors, vous avez des garanties, des assurances, là, je crois vous que vous reviendrez? posez une bonne question. Vous avez dû noter que très récemment, le mouvement sportif et olympique francilien, cette fois-ci, a, à l'unanimité de ses comités de ces ligues, décidé de ne pas voter, de ne pas participer au vote des attributions de subventions qui ont eu lieu lors de la commission territoriale de vendredi dernier à la direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale. Et à l'unanimité, je dis bien, le mouvement sportif s'est retiré. Donc, on pourrait imaginer qu'on revienne au champ des discussions, ça serait bien. Et moi, je souhaite qu'effectivement, on revienne à des choses plus sérieuses qui permettent d'assurer le financement du sport, des emplois. Donc pas de démission, parce que si on vient vous proposer de discuter... Non, moi vous c'est seriez fini, je d'accord? me retire, c'est clair. Je D'accord. me suis retiré. Bon, Vous ne reviendrez pas? Non, je ne reviendrai pas. Je suis très clair. Il y a une équipe dirigeante qui prend dans la suite, d'assumer. Vous avez été en poste pendant 12 ans. Est-ce qu'il y a une déception malgré tout? Non, bon, ça fait partie de la vie. Vous savez, je crois qu'il faut s'attendre à des choses comme ça. C'est une prise de position. Je la prends bien volontiers et ma foi, je n'ai aucun regret à cet égard. Je pense avoir fait ce qu'il fallait faire. C'est un acte de gestion aussi, parce que je ne vois pas comment j'aurais pu signer des actes qui, juridiquement et financièrement, auraient engagé mes successeurs. Donc, je ne le souhaitais pas. Vous étiez impliqué dans le monde sportif avant même le GDOS, puisque vous avez été sportif vous-même. Oui, d'ailleurs. tout à Voilà, fait, vous avez oui. pratiqué de nombreux sports. Oui. Vous me disiez, il n'y a pas de déception. Vous avez le sentiment d'avoir mené à bien vos différentes missions. Vous qui étiez venu un petit peu par hasard à la présidence du GDOS, d'ailleurs. Tout pour revenir un petit peu sur l'historique. Oui, c'est vrai. Vous étiez arrivé comment à la présidence? Écoutez, c'est l'anecdote, je pense que certains la connaissent. Un jour où j'allais au Conseil général, en ce temps-là, c'est comme ça qu'on l'appelait, il y avait des personnes qui participaient à l'Assemblée générale d'Yvelines Information Jeunesse. Et dans le couloir, vous voyez, l'histoire se répète. Il me dit, tiens, voilà, le comité directeur du GDOS vient démissionner. On cherche vraiment un président. Et puis, voilà, on aimerait bien que ce soit toi. Et le soir, à 19h, j'ai été eu à Chevreuse. Voilà comment ça s'est passé. Et vous regrettez pas? Ah non, pas du tout. C'était une histoire, une vie passionnante. Passionnante. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Loup Leplat. Je vous en d'être prie. passé sur ce plateau, nous expliquer les raisons de ce retrait, les inquiétudes que vous avez également pour le GDOS, pour le comité départemental olympique. Merci à vous. Merci. Et puis, comme vous aimez le sport, vous serez sans doute intéressé tout à l'heure par le témoignage de notre prochain invité. C'est Bernard Delattre. Il est auteur de Sportissimo. Il parle des valeurs du sport, mais aussi de ses dérives. Ce sera dans quelques minutes. Mais déjà, loisirs. Samedi dernier a eu lieu l'événement Voisins des îles au jardin Eugène Fleuret. C'est à Voisins-le-Bretonneux. Une journée pour mettre à l'honneur les cultures d'outre-mer. Plus de 200 personnes et de nombreuses associations y ont assisté. Voisins des îles, un voyage vers l'outre-mer avec ses stands exotiques, sa musique et ses danses. Le centre Alfred de Vigny a fait partager les cultures et les traditions des Antilles, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique au jardin Eugène Fleuret à Voisins-le-Bretonneux. Cette journée Voisins des îles, elle est sous la chaleur des îles. Aujourd'hui, on a de la chance à Voisins. Elle est née d'un beau projet en fait de toutes les associations participantes et locales qui ont souhaité faire une manifestation autour des îles. 9 mois ont été nécessaires pour organiser cette manifestation. Au programme, plusieurs activités culturelles. Il y a de la couture, de la coiffure, du maquillage, de la danse. Ce soir, il y aura des concerts avec des groupes et on finira en beauté avec un DJ pour un petit peu danser. Et bien sûr, une grosse partie alimentaire puisqu'on a 3 traiteurs qui sont à nos côtés pour offrir les trésors gastronomiques de nos régions un petit peu éloignées. Des trésors gastronomiques, des produits locaux, des objets d'art, mais aussi de la danse et de la musique traditionnelle des îles. Luciane Rinaud, professeure de danse et directrice de l'association Toi et Moi, est venue partager ses savoir-faire. C'est une association qui met en valeur la culture la culture africaine, mais également la culture caribéenne, les danses, également les bijoux et l'artisanat. Le centre Alfred de Vigny espère réaliser à nouveau cet événement l'année prochaine.
Et puis d'autres animations pour la 3e année consécutive. La ville de La Verrière se mettait aux couleurs du Portugal. La fête organisée par une association locale a eu lieu dimanche dernier au complexe Philippe Cousteau. Au programme concert, plat traditionnel bien sûr, avec pour objectif de rassembler les nouvelles générations pour redécouvrir cette culture. L'événement de cette journée, déjà d'une, c'est avoir un festival dans l'année qui représente donc le folklore de la Verrière. Donc après, on réunit tous les groupes, plusieurs groupes des alentours de la région parisienne, qui fait qu'eux, ils représentent aussi leur ville du Portugal. Ça représente ce que nous on fait, ce que nous on faisait il y a quelques années chez nous au Portugal, quoi. Tous les ans, on avait un festival annuel qui se faisait dans l'année, donc c'est ce qu'on veut représenter ici en France. Alors vous voulez emmener le Portugal ici à La Verrière? Alors, on ne veut pas l'emmener ici, mais on veut surtout pas l'oublier en fait. Parce que chez nous, effectivement, moi je suis déjà une troisième génération d'immigration. Et chez moi déjà, pratiquement ça se fait encore, mais pas beaucoup. Donc nous, on a voulu continuer quelque chose qui existait déjà chez nous. Et nous, comme on est une génération plus récente, on veut quand même que ça continue, et qu'on puisse, que nos enfants à nous puissent savoir d'où nos parents venaient, d'où nos grands-parents venaient. Donc c'est surtout pour ça qu'on le fait, quoi. Nous allons parler à nouveau de sport à présent avec le second invité de cette édition, Bernard Delattre. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste pendant près de 40 ans, vous étiez aux Nouvelles de Rambouillet. Aujourd'hui, vous vous consacrez pleinement à la littérature et vous publiez un nouveau roman, un nouveau livre aux éditions de l'Harmattan. Il s'intitule Sportissimo, courir, marcher, naviguer, c'est vivre plus fort. L'objectif avec cet ouvrage que l'on voit à l'écran, c'est de parler des valeurs du sport, de l'éthique aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude de voir disparaître tout ça, véritablement. Bah oui, là, actuellement, il est de bon ton de dire que tout fout le camp, le foot, ça va plus rien, on veut tout jeter. Alors, il faut pas oublier les vraies valeurs du football. Moi, le football qu'on aime, c'est celui d'Albert Camus, qui était quand même prix Nobel de littérature, qui était gardien de football universitaire à Alger, qui a dit le peu que je sais des êtres humains, je l'ai appris du football. Et qui a dit aussi, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut être aussi heureux que dans un stade. Mais c'est vrai que tout dérive avec la... Oui, les inquiétudes sont réelles. Attention aux dérives d'un football trop bling-bling. C'est ce que vous écrivez, c'est même en gras dans le livre. Hein. On l'a vu déjà, même Platini l'a dit, qu'il ne reconnaît plus le football actuel. Le football des années 60, 70, de Saint-Étienne, de Rocheteau, même Platini, un bon joueur de football professionnel, il gagnait comme un ingénieur. Il roulait pas en Lamborghini, c'était pas une star. Et là, il y a des dérives totales, quoi. Donc il faut revenir aux valeurs d'origine. Je pense qu'il faut revenir à un équilibre. Et c'est possible? Je pense que c'est possible. Voilà, c'est de bon ton de le dire aussi, c'est bien de revenir, mais est-ce qu'on n'est pas dans un système qui finalement fait que ce sera difficile de revenir en arrière? C'est toujours possible. Comme un bateau dérive, on revient de... On va retrouver le cap. Et j'ai lu le livre de Giroud, là, de l'entraîneur d'Auxerre, de l'époque de Djibril Cissé. Il disait à ces gars, au début de saison, les gars, là, j'ai Auxerre, on travaille pas pour des marques de voitures allemandes ou italiennes, donc je vous interdis d'aller dans Auxerre avec vos Lamborghini, tout ça, parce qu'à Auxerre, il y a des gens qui ont du mal à payer les places du stade. Donc, par respect pour eux, vous n'allez pas à Auxerre avec les grosses voitures, vous allez à Paris si vous voulez. Il n'y en a plus beaucoup des Giroud aujourd'hui. Malheureusement, parce que je pense que c'était un vrai passionné, un bosseur aussi. Est-ce que le sport féminin, parce que vous l'évoquez dans cet ouvrage, le sport féminin, le football féminin, mais pas seulement, permet de retrouver un petit peu ces valeurs. On l'a vu avec le succès au football, au basket aussi, il y a des très bons résultats et le public adhère aussi. Le football féminin a été beaucoup suivi. J'ai discuté avec des passionnés et beaucoup de gens ont découvert le football féminin. Ils ont été étonnés, la qualité du jeu, technique. Et moi, avec moins de trucage, par exemple, un homme footballeur professionnel, il va avoir tendance à tomber dans les 18 mètres pour chercher le penalty. Les femmes le font moins. Elles sont moins payées aussi, donc voilà. Et tout ça, vous en parlez bien évidemment dans Sportissimo. Est-ce que c'est encore possible, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais de voir se réaliser ce message, allez, je vais le dire pour vous provoquer un peu naïf finalement, de sport, vecteur de paix, de respect. Est-ce que c'est possible? C'est pas naïf comme vision? Il faut être un peu naïf. Est-ce que Mandela était naïf? On a annoncé un bain de sang entre noir et blanc en Afrique du Sud, et lui, après 27 ans de prison, il pardonne et il y a la paix. Est-ce qu'il était naïf ou pas? Non, et il a réussi. Et ce que je voulais dire, j'ai une anecdote dans le livre. La sœur Emmanuelle, que j'avais rencontrée à Trappes lors d'une rencontre interreligieuse avec Rachid Benzine, elle avait dit, quand elle était chiffonnière du Caire, il y avait toutes les communautés religieuses, les chrétiens, les maronites, les juifs, les musulmans, chiites, sunnites. Ils se parlent pas, comme partout, ils se parlent pas. Elle disait, ils ont des problèmes de voisinage, comme partout. Elle disait, quand il y avait un problème à régler, j'organisais quoi? Un tournoi de football. Et là, c'était le seul moment où ils acceptaient de se parler.
Et après le tournoi, elle faisait une rencontre, puis elle disait comme il m'aimait bien, pour trouver une solution. Et ça, ouais, c'est un exemple. Il y a aussi en football, par exemple, quand il y avait la guerre entre l'Argentine et l'Angleterre, pour les îles Malouines, on a quand même fait le match de football. Vous parlez de Sœur Emmanuel parce que ce livre est rempli de vos différentes rencontres durant l'exercice de votre profession, journaliste sur ce secteur yvelinois. Vous avez fréquenté Zidane, Aimé Jacquet, Anelka aussi, figure originaire de Trappes. D'ailleurs, sur Anelka, vous dites « Je sais qu'il a bon cœur, j'espère qu'il fera parler de lui en bien ». Ouais, j'aime beaucoup Anelka. Moi. Pour moi, il est un peu victime d'un système. Lui, c'est un gars qui joue bien au foot. Moi, je l'ai vu débuter en équipe 2 du Paris Saint-Germain. Il marquait 3 buts. Il partait du milieu du terrain. Pour moi, c'était un potentiel à l'appeler et tout. Et puis après, bon, sa cote a monté, mais c'est pas de sa faute. Il s'est retrouvé à avoir une cote énorme et il a été un des plus gros transferts de l'époque et ça a fait des jalousies. Ensuite, on l'a incité à bouger du club. Je pense que s'il était resté plus longtemps en Angleterre avec Arsène Wenger, il aurait pu avoir une meilleure carrière. Tout dépend du coach, une fois de plus. On en revient à Guillaume tout à l'heure. Il a quand même une carrière exceptionnelle. Il a joué dans 7 pays et il a pratiquement peu été blessé. Il est toujours là, il joue toujours. On sent que vous êtes passionné de sport. Il est question de football, mais pas uniquement. On va y venir rapidement. Mais la rencontre qui vous a le plus marqué, d'ailleurs, parce que vous êtes en photo avec Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, c'est là j'ai concrétisé 2 rêves. C'était rencontrer Aimé Jacquet. Et puis mon premier semi-marathon, c'était en 2004, c'était à Bullion pour les enfants malades. Et donc Aimé Jacquet, c'était lui aussi son premier semi-marathon. Et on a discuté de foot pendant 2 heures. Quoi. Moi, comme je suis originaire de Guignon, je lui ai parlé de Guignon. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu Yannick Noah aussi. Noah, oui, je l'ai vu à Elancourt, alors qu'il venait comme musicien. Et il débutait comme chanteur et il galérait parce qu'il n'était pas connu. Et il n'avait même pas rempli le Palais des Sports. Il n'avait pas rempli le prisme d'Elancourt. C'était le prisme d'Elancourt. Ouais. Rencontre aussi avec des anonymes, des héros sportifs anonymes, des sportifs handicapés aussi. Ah oui, le handisport, ça c'est vraiment des gens étonnants. À Rambouillet, il y avait le championnat du monde des athlètes de petite taille, un esprit formidable, quoi. J'ai vu ce fameux athlète tunisien là. Sa maman avait pris des produits, si bien qu'il était né sans pied et avec une seule main. Et ben, ce gars-là, il a fait 3 Jeux paralympiques. Il a été 2 fois champion paralympique de basket. Il fait aussi de la natation. Et il a toujours le sourire. Ces gens-là nous donnent une leçon, quoi. Nous, on a 2 bras, 2 jambes, une tête qui fonctionne. On n'a pas le droit de se plaindre, faut y aller, quoi. Avant de partir à l'entraînement, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans l'ouvrage. Même si on a un petit bobo avant de partir à l'entraînement, il faut aussi penser aux sportifs, aux sportifs handicapés qui, eux, ne se posent pas de questions avant d'aller faire des efforts. On revit à travers ce livre aussi les événements sportifs yvelinois, les grands événements. Je pense au Tour de France, par exemple, et c'est d'actualité parce que la grande boucle est passée par le département des Yvelines. Il y a plusieurs anecdotes. Je vais bien vous faire raconter quelques anecdotes. 1978. Dernière étape de la grande boucle, Vallée de Chevreuse. Oui, j'étais posté dans un virage de la Vallée de Chevreuse avec mon petit appareil photo. Non, à Saint-Rémy-les-Chevreuse, j'étais dans le virage le plus serré. Et tout le monde m'avait dit, la dernière étape, il se passe rien, ça va arriver groupé, tranquille. Et qu'est-ce que je vois Hinault et Zoutomel qui avaient attaqué, et Hinault dans sa roue. Et donc voilà, ils étaient détachés du peloton. Et donc j'avais la photo de Hinault et Zoutomel, qui est le blaireau en pleine bagarre, puis derrière le peloton. Alors, tout de suite, je suis allé porter ça à la rédaction et tout. C'était à Chartres à l'époque, l'imprimé. Un beau souvenir. Et tous ces souvenirs sont compilés dans cet ouvrage. Vous aimez beaucoup le sport, vous l'avez pratiqué aussi. Oui, je pratique toujours. Quel sport vous auriez aimé faire au plus haut niveau ? Le football, bien sûr. Moi, le football, avec les lunettes, c'était pas possible. J'ai toujours joué au football au lycée. J'étais interne au lycée Bonaparte. J'ai joué au football en scolaire le mercredi à l'époque, le dimanche en club. Ensuite, j'ai joué le dimanche matin avec les avocats du barreau de Versailles. Là, mais maintenant, je fais de la course à pied aussi. Je faisais de la course à pied en compétition. Je fais du 250 mètres en cadet. J'ai été champion de Saône-et-Loire. Mais le football, ça reste le football. Mais ça, c'est une passion. Je regarde, même quand j'étais journaliste sportif, même d'aller voir les tournois de jeunes, je cherchais ceux qui avaient des bons gestes techniques. J'avais des fois autant de plaisir à regarder les sports de division départementale que l'équipe de France ou les matchs de championnat de D1, quoi. Avant de conclure cet entretien, on va juste faire une petite pause avec notre micro-trottoir du jour. Question du jour, quel est le souvenir sportif qui vous a le plus marqué? Vos réponses. Ça remonte à très très longtemps. Quand je jouais en pôle espoir, je crois, à Toulouse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai enchaîné une série de 9 paniers à 3 points. Mais mon plus beau souvenir, c'est Mohamed Ali, 74. Je suis très tout ce qui est sport de combat, donc dans tout ce qui est sport de combat, c'est des gens comme ça qui m'impressionnent. Ah, ce sont toutes les médailles de mon fils en natation. Voilà. Pour moi, c'est, étant donné que je suis italien, la Coupe du Monde de l'Italie de 2006. On va être banal, on va dire la Coupe du Monde 98. Mais c'est pas celui-là.
C'est en fait, c'est Lavillenie quand il a passé le record de Bubka. Qui va faire mieux maintenant? On a tous des petites anecdotes sportives. On se souvient toujours d'événements qui nous ont marqué. Deux choses pour conclure cet entretien. Tout d'abord, cet ouvrage, il y aura des dédicaces qui seront organisées dès ce week-end. Je vais les redonner samedi à Rambouillet, Maison de la Presse. Vous y serez présents. Et puis, si vous voyagez un peu pour les vacances, au Salon du Livre de Port-Andro à Carnac, du 25 au 26 juillet. Et puis, le Salon du Livre à Rambouillet à la rentrée ensuite. Là, il y a encore un peu plus de temps. Et c'est important, cet ouvrage, parce que vous allez faire don des recettes. Oui, tous mes droits d'auteur, c'est écrit, sont destinés à une association pour laquelle je milite depuis plus de 10 ans. C'est l'association Lumière du Monde qui a son siège à Rambouillet et qui consiste à construire des puits d'eau potable au Cameroun. On a déjà équipé deux villages, Bayangam et Bangang Fokam. Et là, c'est un troisième village qu'on est en train d'équiper. Et après, il y a encore des projets et c'est vraiment parce que là-bas, dans les villages de la Brousse, il n'y a pas d'eau potable. Ils apprennent le français, ils n'ont aucun matériel scolaire. Et dans les dispensaires, il n'y a pas de médicaments. Donc procurez-vous cet ouvrage, vous ferez une bonne œuvre, en plus une bonne action, et vous revivrez les grands événements sportifs de ces 40 dernières années, et même les plus anodins, mais qui ont marqué forcément. On parlait de ces sportifs handicapés tout à l'heure et de leur détermination. Merci Bernard Delattre. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, mercredi aux horaires habituels, à suivre sur TV Fil. Tout de suite, le 7-8 Société, dernier numéro de la saison pour cette émission de débat consacrée au rythme scolaire. À demain.